Le 24 octobre 1946, c'est la date choisie pour l'exécution. Prague, Tchécoslovaquie. L'aube se lève sur la cour de la prison de Pankráč. Il fait froid, l'automne est glacial. Les gardiens vérifient le mécanisme de la trappe. La corde est en place. Le condamné qui s'avance vers l'échafaud n'est pas un simple soldat. Il a dirigé une force d'1 demi-million d'hommes. Il a 2 millions de morts sur la conscience. Qui est cet homme? La plupart des gens ont oublié son nom. C'est Kurt Daluege. Tout commence 50 ans plus tôt, le 15 septembre 1897, quartier de Kreuzberg, Berlin. Kurt naît dans une famille de fonctionnaires prussiens. Le père travaille pour l'État. La mère gère le foyer avec rigueur. L'ambiance à la maison est stricte, pas de place pour le débat. Kurt grandit dans le culte de l'uniforme impérial. La discipline est la seule vertu qui compte. À l'école, il ne brille pas particulièrement. Ses résultats sont moyens. À première vue, un futur bureaucrate de classe moyenne, mais en réalité, un exécutant en attente d'ordre. Août 1914, le monde bascule. La Première Guerre mondiale éclate. L'adolescent de 17 ans ne réfléchit pas. Emporté par la fièvre patriotique, il s'engage immédiatement dans l'armée impériale, direction le front de l'Ouest. Ce n'est plus un jeu, c'est l'abattoir industriel. Les mitrailleuses fauchent les lignes par centaines, l'artillerie pilonne la terre jour et nuit, les gaz toxiques brûlent les poumons. Daluege est blessé 2 fois. Il reçoit la croix de fer de seconde classe pour sa bravoure sous le feu. Il survit aux tranchées. Son corps est intact. Mais son esprit est transformé. La violence est devenue sa nouvelle norme. La guerre s'arrête sur une humiliation. L'Allemagne perd. Le Kaiser abdique. La République de Weimar naît dans le chaos absolu. Daluege rentre chez lui, mais le pays qu'il connaissait n'existe plus. L'hyperinflation détruit les économies d'une vie en quelques heures. Dans la rue, c'est la guerre civile. Les milices communistes et les corps francs s'affrontent à coups de barres de fer. L'économie est morte, la fierté nationale est brisée. C'est dans ce vide que surgit un ancien caporal autrichien, Adolf Hitler, 1922. Daluege a 25 ans. Il prend sa carte du parti nazi, numéro 31 1981. Il ne cherche pas de théorie politique complexe. Il veut des réponses simples. Les nazis lui offrent des coupables, les juifs, les communistes, les étrangers. Ils promettent de laver l'affront de la défaite. Cela suffit à Daluege. Il se révèle être un organisateur hors pair. 1926, il rejoint la Schutzstaffel, la SS, son matricule 1100. Pendant que d'autres discutent idéologie, Daluege structure. Il recrute, il classe. Il transforme une petite unité de garde du corps à Berlin en une force paramilitaire redoutable. Heinrich Himmler remarque ce talent administratif. Il sait qu'il pourra l'utiliser. 30 janvier 1933. Hitler prend le pouvoir. La démocratie allemande est démantelée pièce par pièce. Les opposants sont traqués. La carrière de Daluege explose. Mars 33, Conseil d'État de Prusse. Juin 33, chef de la police prussienne. Les événements s'accélèrent. 1936, Daluege prend le commandement de l'Ordnungspolizei, la police d'ordre. 500 000 hommes sous ses ordres. Sur les photos d'époque, on voit des agents en uniforme vert, l'air banal. Mais ne vous y trompez pas. Sous la direction de Daluege, ces policiers deviennent les rouages essentiels du génocide. Ce ne sont pas tous des fanatiques de la SS avec des têtes de mort sur la casquette. Ce sont souvent des pères de famille, des hommes d'âge mûr, des réservistes. Pourtant, l'endoctrinement et la bureaucratie de Daluege les transforment en tueurs de masse. L'histoire a retenu les camps, mais elle oublie souvent les fosses. Le bataillon de police Santin en est la preuve. L'historien Christopher Browning a documenté leurs crimes. Ces policiers ordinaires ont fusillé 38 000 juifs en Pologne. Ils n'étaient pas des psychopathes au départ. Ils le sont devenus par obéissance. Daluege a créé le cadre administratif de cette horreur. Ces hommes gardaient là les murs des ghettos. Ils organisaient les rafles pour les déportations. Ils escortaient les trains vers la mort. Quand les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort mobiles, manquaient de personnel pour fusiller 1 million de juifs en URSS, Daluege envoyait ses bataillons en renfort. Il assistait aux réunions de planification. Il lisait les rapports d'exécution. Il savait tout. Dans ses notes internes, il ne demandait qu'une chose, plus d'efficacité. Il félicitait la dureté de ses officiers. 1942. Kurt Daluege est au sommet de la pyramide nazie. Il porte le grade de SS Oberstgruppenführer. C'est l'équivalent d'un général 4 étoiles. Il siège au Reichstag, le parlement fantoche du régime.
Himmler le considère comme un pilier du système, un exécutant froid et fiable. L'Europe entière tremble devant sa police, mais le vent allait tourner. Puis est venu le 27 mai. Le 27 mai 1942. C'est la date qui a fait basculer le sort de milliers de personnes. L'opération Anthropoïde était lancée. Reinhard Heydrich traversait Prague. Il était l'architecte de l'Holocauste, le chef de la sécurité du Reich et le protecteur par intérim de la Bohême-Moravie. Il se sentait intouchable dans sa Mercedes décapotable. Mais deux hommes l'attendaient au tournant, Jan Kubiš et Josef Gabčík, des résistants tchèques formés par les services spéciaux britanniques. L'embuscade a été rapide et brutale. Une mine anti-char modifiée a volé vers le véhicule. L'explosion a déchiqueté la carrosserie. Des éclats de métal et des fragments du siège ont transpercé le corps de Heydrich. Il n'est pas mort sur le coup. L'agonie a duré 8 jours. La septicémie a lentement empoisonné son sang jusqu'à la fin. Pourquoi cette mort a-t-elle provoqué une telle onde de choc? Heydrich n'était pas un simple officier. C'était l'homme de la conférence de Wannsee. Sa perte était une humiliation totale pour la SS. La réaction d'Adolf Hitler fut immédiate. Une colère volcanique. Quelqu'un devait payer le prix fort. Pas seulement les assassins, mais la population tchèque tout entière. Il devait apprendre ce qu'il en coûtait de tuer un dirigeant nazi. Le Führer a convoqué Kurt Daluege à Berlin. Le 28 mai, Daluege a été nommé successeur de Heydrich. Ses ordres étaient explicites, écraser la résistance et terroriser les civils jusqu'à la soumission absolue. Daluege est arrivé à Prague le 29 mai. À première vue, une simple transition de pouvoir, mais, en réalité, le déclenchement d'une vengeance aveugle. La loi martiale a été déclarée sur tout le territoire. Les quotas d'arrestations arbitraires ont explosé. La police tchèque, sous la contrainte, a commencé à rafler des milliers de civils. Les motifs étaient dérisoires. Une simple suspicion suffisait. Une dénonciation par un voisin jaloux suffisait. Parfois, le hasard seul décidait du sort d'un homme pour remplir les quotas. Les tribunaux d'exception tournaient 24 heures sur 24. Les procès ne duraient que quelques minutes. Aucune preuve n'était nécessaire. Le verdict de mort était décidé avant même l'entrée de l'accusé. Sur les images d'archives, on voit des camions remplis de civils qui partent vers l'inconnu. On entend le bruit sec des pelotons d'exécution qui résonnent dans les cours de prison. Dans les premiers jours suivant l'arrivée de Daluege, plus de 1000 Tchèques ont été exécutés, sans procédure légale. Leur corps était exposé en public. C'était un avertissement visuel. Il était interdit de pleurer. Il était interdit de déplacer les cadavres. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Daluege a alors ordonné l'opération qui allait définir ces crimes de guerre. L'ordre est tombé froidement. L'objectif était l'anéantissement total du village de Lidis, le 9 juin 1942. C'est la date précise où le crime de guerre est devenu une politique d'État. Les forces de police allemandes ont encerclé Lidis, un petit village minier situé à 20 km de Prague. 500 habitants dormaient encore. Pourquoi cette cible? Les services de renseignement nazis avaient reçu un rapport. Ils prétendaient que les villageois cachèrent les assassins de Reinhard Heydrich. C'était faux. Mais Daluege se moquait de la vérité. Il n'avait pas besoin de preuves. Il avait besoin d'un exemple. Dès l'aube, le piège s'est refermé. Les camions ont bloqué les routes. Les soldats ont verrouillé chaque sentier. Personne ne pouvait s'échapper. Les habitants ont été poussés hors de leur lit et rassemblés sur la place du village. Le tri a commencé immédiatement. D'un côté, les femmes et les enfants. De l'autre, les hommes et les garçons de plus de 15 ans. La séparation fut brutale. Les hommes ont été conduits vers une ferme en périphérie du village. Ils ne savaient pas encore que c'était leur terminus. Par groupe de 10, les soldats les ont alignés contre le mur d'une grange. Les matelas avaient été installés pour éviter les ricochets. L'ordre a retenti, les mitrailleuses ont ouvert le feu. Les exécutions ont duré toute la journée. 173 hommes ont été abattus. Leurs corps ont été jetés les uns sur les autres dans des fosses communes. De l'autre côté, les femmes entendaient tout. On entend les détonations sèches au loin. Elles ont compris que leurs maris et leurs pères ne reviendraient pas. 184 femmes ont été chargées dans des camions. Direction le camp de Ravensbrück. La faim, le typhus et le travail forcé allaient en tuer la majorité. Mais le sort des enfants fut pire encore. Les nazis ont séparé les 82 enfants de leur mère. 17 d'entre eux ont été jugés racialement valables. Ils ont été envoyés dans des familles allemandes pour être germanisés. À première vue, une adoption. Mais en réalité, un vol d'identité organisé. Les autres enfants n'ont eu aucune chance.
Ils ont été transportés au camp d'extermination de Chelmno. Ils ont fini asphyxiés dans des camions à gaz. Dalouège n'avait pas fini. Le massacre ne suffisait pas. Il a ordonné l'effacement physique de l'I-10. Les ingénieurs allemands sont arrivés avec des explosifs et des bulldozers. Ils ont dynamité l'église, ils ont incendié chaque maison, ils ont comblé l'étang du village et détourné le ruisseau. Sur les images d'archives, on voit, la poussière recouvre tout, le sol est retourné. Ils ont même profané le cimetière pour arracher les pierres tombales. L'objectif était absolu. Les générations futures devaient ignorer que ce lieu avait un jour existé. Le monde a réagi avec horreur. Les gouvernements alliés ont diffusé les détails du massacre sur toutes les ondes. Le gouvernement tchécoslovaque en exil a publié des rapports accablants. En signe de solidarité, des villes américaines ont renommé leurs rues et leurs parcs du nom de l'I-10. Les nazis voulèrent le silence. Ils ont obtenu un symbole mondial de leur barbarie. Et l'architecte de cette horreur s'appelait Kurt Dalouège. Mais ce n'était que le début. L'I-10 n'était pas un acte isolé. Durant tout l'été 1942, Dalouège a intensifié la terreur. Les arrestations de masse sont devenues quotidiennes. La résistance tchèque a été décimée. Plus de 5000 Tchèques ont été assassinés sous son commandement direct. C'était une stratégie calculée. Chaque semaine apportait de nouvelles exécutions, de nouvelles déportations. Le but était de briser psychologiquement la population. La violence a duré jusqu'en août 1943. Puis, le corps de Dalouège a lâché. Une crise cardiaque massive l'a frappé. Sa santé ne s'est jamais rétablie. On l'a transféré à des postes honorifiques, loin du terrain. En 1945, il était physiquement invalide, mais ses crimes restaient gravés dans les mémoires. Le 8 mai 1945, tout a basculé. L'Allemagne a capitulé sans condition. Le régime nazi s'est effondré. Les dirigeants se sont dispersés dans le chaos. Certains se sont suicidés dans leur bunker. D'autres ont tenté de disparaître dans la foule des réfugiés. La traque pouvait commencer. Le 26 mai 1945. C'est la date où sa fuite s'est arrêtée. Le Troisième Reich s'était effondré quelques semaines plus tôt. Partout en Allemagne, les rats quittèrent le navire. Certains avalaient des capsules de cyanure, d'autres brûlaient leurs uniformes et disparaissaient dans la masse. Kurt Dalouège n'a rien fait de tout cela. Il n'a pas couru, il n'a pas cherché d'ombre où se cacher. Son corps le trahissait déjà. Trop malade pour fuir, trop célèbre pour devenir anonyme. Il est resté là, attendant l'inévitable. Lorsque les forces britanniques ont enfoncé sa porte, il n'a opposé aucune résistance. Il s'est simplement laissé emmener. Pourquoi les Alliés l'ont-ils immédiatement isolé? C'était pourtant un homme brisé physiquement. Mais la vérité était dans les dossiers. Ce n'était pas un simple officier SS. Il avait commandé 500 000 policiers. Il avait planifié les mécanismes de l'Holocauste. Il avait ordonné le massacre de l'I-10. Le gouvernement tchécoslovaque a immédiatement réagi. Il voulait son retour. Il voulait un procès sur le sol où le sang avait coulé. Avril 1946, le transfert est validé. Dalouège est remis aux autorités tchèques. Le convoi traverse la frontière. Destination, la prison de Pankráč à Prague. L'ironie est totale. La ville qu'il avait terrorisée 4 ans plus tôt détient maintenant les clés de sa cellule. Les murs sont froids. L'odeur de l'humidité imprègne ses vêtements civils. Les procureurs ne perdent pas de temps. Les chefs d'accusation tombent. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, meurtre de masse. Le procès est fixé à octobre. Ils ont 4 mois. C'est plus qu'il n'en faut. Les preuves ne manquent pas. Elles débordent des archives. Le 16 octobre 1946, la Cour extraordinaire du peuple ouvre la séance. Le juge František Slama préside. À ses côtés, un panel de juges professionnels et d'assesseurs. L'ambiance est lourde. Le silence est total. L'accusation dépose son dossier. C'est une montagne de preuves. La bureaucratie allemande s'est retournée contre son maître. On voit les documents originaux. Les signatures de Dalouège sont partout. Ordre d'exécution de masse, déportation. La destruction systématique du village de l'I-10. Il n'y a aucune ambiguïté. Ces registres administratifs montrent qu'il validait personnellement les listes de condamnés à mort. Mais les papiers ne sont que la première partie. Les survivants entrent dans la salle. C'est le cœur émotionnel du procès. Des témoins oculaires racontent l'horreur. Ils décrivent la police allemande abattant leurs familles. Les survivantes de l'I-10 prennent la parole. Elles racontent le bruit des mitrailleuses. Elles ont vu leur mari et leur père tomber. Elles décrivent l'arrachement, les enfants tirés de leurs bras pour être envoyés aux chambres à gaz. Des femmes revenues du camp de concentration de Ravensbrück décrivent l'enfer. La faim, le froid, la mort quotidienne de leurs voisines de cellule. Pendant ce temps, Dalouège écoute. À l'image, un homme fini. À première vue, un grand-père inoffensif.
Mais en réalité, un bourreau de 49 ans. Son visage est pâle, tiré par la maladie cardiaque. Il ne porte plus l'uniforme noir aux éclairs argentés. Il est assis là, dans des vêtements civils trop larges pour lui. Contrairement aux autres nazis qui hurlaient leur haine au tribunal, Daluege joue une autre carte, une stratégie froide. Il ne nie pas les faits, il hoche la tête. Oui, il a ordonné les représailles. Oui, il a signé les ordres. Oui, il a rayé l'IDIS de la carte, mais il refuse la culpabilité criminelle. Son argument est simple, il suivait les ordres. Il pointe le doigt vers le haut de la hiérarchie, Hitler, Himmler. Il répète inlassablement qu'il était un soldat, que ses ordres étaient légitimes. Pour lui, le massacre n'était pas un crime, mais une nécessité militaire après l'assassinat de Heydrich. Aucun regret, aucune excuse. Il reste de marbre face aux pleurs des témoins. Il maintient qu'il a fait son devoir d'officier allemand. La défense tente une dernière manœuvre. Ils ne parlent pas d'innocence, mais de médecine. Ils agitent les rapports médicaux. Ils affirment que l'état de santé de Daluege rend toute exécution inappropriée. Ils demandent la clémence pour un homme mourant. Mais dans la salle, les fantômes de l'IDIS demandent justice. Le tribunal se retire pour délibérer. 23 octobre 1946. C'est le jour du jugement. La défense avait pourtant joué sa dernière carte. Ils ont présenté des rapports médicaux accablants. Une maladie cardiaque sévère rongeait l'accusé. Les avocats ont suggéré que la prison suffirait, compte tenu de sa faible espérance de vie. Ils ont tenté de redessiner son portrait. Selon eux, ce n'était qu'un bureaucrate. Un homme qui signait des papiers, pas un tueur sanguinaire. Pourquoi cette stratégie a-t-elle échoué? Parce que les faits étaient trop lourds. L'accusation a méthodiquement démoli chaque argument de la défense. Le droit international, même en 1942, était formel. Les conventions de La Haye, signées par l'Allemagne, interdisaient strictement les représailles collectives. Tuer des civils n'a jamais été une action militaire légitime. L'obéissance aux ordres ne protège personne lorsqu'il s'agit d'exécuter des commandes manifestement illégales. Et Daluege n'était pas un simple fonctionnaire passif. Il détenait une autorité immense. Il l'exerçait avec un enthousiasme terrifiant pour commettre des atrocités. Le tribunal était plein à craquer. Sur les bancs, les visages fermés des survivants de l'occupation et des familles de victimes. Le juge Slama a pris la parole. Il a lu le verdict sur tous les chefs d'accusation, coupables. Kurt Daluege a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La sentence est tombée. La mort par pendaison. La Cour a établi les faits avec précision. Daluege avait personnellement ordonné et supervisé le meurtre de milliers de civils tchèques. Sa responsabilité dans le massacre de l'IDIS était absolue, indéniable. Sa position administrative le rendait responsable de chaque crime commis par l'Ordnungspolizei dans le protectorat. Son excuse d'avoir suivi les ordres a été rejetée. C'était juridiquement insuffisant et moralement vide. Pour les juges, l'exécution était la seule réponse appropriée à une criminalité d'une telle ampleur. Sur le visage de Daluege, aucune réaction. Pas un muscle n'a bougé à l'annonce de sa mort. Il a été escorté vers sa cellule à la prison de Pankráck. La loi tchèque lui accordait le droit de faire appel. Mais personne n'avait d'illusion. L'issue était certaine, les preuves étaient trop massives, les crimes trop étendus, le verdict trop juste. Ses avocats ont déposé les recours obligatoires. Ils ont été rejetés en quelques jours. La date finale a été fixée, le 24 octobre 1946. Daluege a passé sa dernière nuit à écrire, l'encre sur le papier pour sa femme et sa famille. Il a demandé un pasteur protestant. L'homme d'église est venu prier avec lui. Les registres de la prison notent un détail. Le prisonnier a reçu son dîner, mais il a laissé la majeure partie de son assiette intacte. Son sommeil a été agité. À première vue, un prisonnier qui se repose? Mais en réalité, une surveillance de chaque seconde. Les gardes vérifiaient sa cellule toutes les 30 minutes. L'objectif était clair, empêcher toute tentative de suicide. Le gouvernement tchèque voulait qu'il reste en vie pour son exécution. Il devait affronter la justice publiquement. 24 octobre 1946. L'aube, 5 heures du matin. Les gardes entrent dans la cellule de Daluege. Ils l'informent. L'exécution aura lieu dans 1 heure exactement. On lui propose un petit déjeuner. Il refuse. Le pasteur protestant revient pour les dernières de prière. Daluege s'habille. Il porte les mêmes vêtements civils que pendant son procès. 5h45. Les gardes lui lient les mains dans le dos. Ils le sortent de la cellule. L'exécution devait se dérouler dans la cour de la prison de Pankráck. Le lieu n'avait pas été choisi au hasard. C'était un cercle de justice symbolique. C'est exactement à cet endroit que les nazis avaient exécuté des centaines de résistants tchèques pendant l'occupation.
Une potence en bois avait été construite, simple, fonctionnelle, pas de mise en scène élaborée, juste une plateforme, une poutre transversale et une corde. Environ 50 témoins officiels se sont rassemblés, des représentants du gouvernement, des procureurs, des juges, des journalistes. Et le plus important, les victimes. Parmi les témoins, plusieurs survivantes de l'I-10. Elles avaient enduré l'enfer de Ravensbrück et avaient vécu assez longtemps pour voir ce jour. Les autorités tchèques avaient refusé une exécution publique massive comme pour les gardes du camp de Stutthof. Celle-ci aurait des témoins, mais ne deviendrait pas un spectacle de foire. 6 heures du matin. Les gardes escortent Kurt Daluege à travers la cour vers la potence. Les rapports de la prison décrivent sa marche. Il avance lentement, mais sans aide. Sa condition physique est détériorée. À l'image, son visage reste inexpressif. S'il ressent de la peur ou du regret, il n'en montre rien. Le pasteur marche à ses côtés, récitant des prières que Daluege semble ne pas entendre. Le bourreau attendait sur la plateforme. Un professionnel engagé par les autorités tchèques. La loi imposait des méthodes d'exécution humaine, même pour les pires criminels. La technique choisie était la pendaison standard avec chute, calculée pour briser la nuque instantanément et provoquer une perte de conscience immédiate, une mort bien plus miséricordieuse que celle que Daluege avait accordée à ses milliers de victimes. Au pied de la potence, les officiels ont lu le mandat d'exécution à haute voix. Le document énumérait les crimes de Daluege, le verdict du tribunal et l'autorité légale de sa mise à mort. La lecture a duré environ 3 minutes. Daluege écoutait sans réagir. Ses yeux fixaient un point distant, quelque part au-delà des murs de la prison. La lecture s'est terminée. Les officiels se sont tournés vers lui. Ils ont demandé si Daluege souhaitait faire une dernière déclaration. Quatre mots. C'est tout ce qu'il restait à dire. On a demandé à Kurt Daluege s'il souhaitait faire une dernière déclaration. Il a refusé. Il a simplement lâché une phrase sèche en allemand. « Je n'ai rien à dire. » Pas de confession. Pas d'excuse. Aucun regret pour les souffrances immenses qu'il avait orchestrées. Seulement le silence. Les gardes l'ont guidé vers les marches en bois de l'échafaud. Son cœur était malade. Chaque pas lui coûtait un effort visible. Les gardes ont dû le soutenir physiquement pour qu'il atteigne la plateforme. Une fois en haut, ils l'ont positionné précisément sur la trappe. Le bourreau a sorti une cagoule blanche. Il l'a enfilée sur la tête de Daluege. Son visage a disparu. La corde a été ajustée autour de son cou. Le nœud a été placé juste derrière l'oreille gauche. C'était un calcul technique pour une efficacité maximale. 6 heures et 4 minutes. Le bourreau a tiré le levier. On a entendu le claquement du bois. La trappe s'est ouverte. Kurt Daluege a chuté dans le vide. La corde s'est tendue violemment. Les rapports de l'époque sont formels. L'exécution était techniquement parfaite. Le cou s'est brisé instantanément sous l'impact de la chute calculée. À l'image, le corps a tressailli. Quelques convulsions musculaires involontaires. Puis, l'immobilité totale. Le médecin de la prison a attendu. Il a respecté le délai réglementaire. Il a grimpé sur un escabeau pour vérifier le pouls et la respiration. 6h17, 13 minutes après l'ouverture de la trappe. Le décès de Kurt Daluege a été officiellement prononcé. Le corps est resté suspendu encore un moment pour garantir la mort cérébrale complète. Ensuite, on l'a descendu et transporté à la morgue de la prison. Mais la procédure a pris une tournure inattendue. La loi tchèque obligeait à remettre le corps à la famille pour l'enterrement. La plupart des hauts dignitaires nazis étaient incinérés. Leurs cendres étaient dispersées dans des rivières secrètes pour empêcher les pèlerinages néo-nazis. Pas Daluege. Sa dépouille a été transférée à Berlin. Il a été enterré dans un caveau familial. Sa tombe ne porte aucune marque, aucune pierre, aucun nom. C'était une décision délibérée de la famille pour éviter l'attention. L'exécution de Daluege a refermé un dossier judiciaire, mais les ondes de choc de ces crimes ne se sont pas arrêtées là. Le massacre de l'I-10 restait gravé dans la mémoire nationale tchèque. En 1947, le gouvernement a pris une décision. L'I-10 devait renaître. Pas comme un simple village, mais comme un mémorial vivant. Le nouveau village a été construit près du site original. Les ruines ont été préservées. Aujourd'hui, le mémorial de l'I-10 reçoit des milliers de visiteurs chaque année. Sur des plaques de bronze, on peut lire 340 noms. Ce sont les victimes. Le site du massacre est marqué par des sculptures. Des jardins de roses fleurissent là où les maisons brûlaient autrefois. Ces roses proviennent de dons du monde entier. Des enfants viennent ici en voyage scolaire. Ils apprennent ce qui se passe quand la haine ne rencontre aucune résistance. Mais
ce n'était que le début du processus. L'exécution de Daluege n'était qu'un maillon d'une longue chaîne. Le gouvernement tchécoslovaque a jugé plus de 700 criminels de guerre et collaborateurs entre 1945 et 1948. Environ 475 condamnations à mort ont été prononcées. Tous n'ont pas été exécutés. Certains ont fait appel. D'autres sont morts de vieillesse en cellule. Ces procès montraient une volonté de faire, obtenir justice pour l'occupation nazie. Pourtant, le cas Daluege a soulevé une question gênante. Comment un homme ordinaire devient-il un architecte du massacre? Il n'était pas né monstre, il n'était pas fou. Les évaluations psychiatriques étaient claires. Il était rationnel, mentalement sain. Il était le produit pur de son époque. Le militarisme et l'idéologie l'avaient leur formaté. Il pouvait ordonner la mort de femmes et d'enfants sans que son pouls ne s'accélère. L'historien Christopher Browning a fouillé les archives du 101e bataillon de réserve de la police. Ses recherches ont révélé une vérité dérangeante sur les hommes de Daluege. À première vue, des pères de famille inoffensifs, mais en réalité, des exécuteurs de masse. Ce n'étaient pas des fanatiques de la SS, c'étaient des hommes d'âge moyen, des ouvriers, des employés de la classe moyenne inférieure. Ils avaient été appelés sous les drapeaux dans la police. Pourtant, en Pologne, ils ont participé aux fusillades. Le plus terrifiant, c'est le choix. Ils avaient l'option de refuser sans punition grave. La plupart ont choisi de tuer, par conformisme, par obéissance, par habitude. Daluege a créé le système qui a permis cette transformation. Son génie était administratif. Il a fourni la structure bureaucratique du génocide. Sous ses ordres, le meurtre de masse est devenu une tâche policière de routine. Il n'a pas appuyé sur la gâchette à l'IDIS. Il n'était pas dans les ghettos de Pologne. Mais sa responsabilité était totale. Il a dessiné les plans d'une machine qui a broyé 2 millions de vies. La pendaison publique de Kurt Daluege a envoyé un message. La justice peut être lente, mais elle finit par frapper. Il n'est pas mort en tant que puissant général de la police. Il est mort comme un criminel de droit commun. Sa mort a apporté une forme de clôture pour certains survivants. Mais elle ne pouvait pas ressusciter les morts. L'histoire ne s'est pas arrêtée à la potence. L'exécution symbolisait un principe nouveau. Personne n'est au-dessus des lois. Les rangs et les uniformes ne protègent plus. Les principes de Nuremberg, établis au même moment, ont rejeté l'excuse classique. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Le procès de Daluege à Prague a gravé ce principe dans la pierre. Mais la réalité de l'après-guerre était amère. Kurt Daluege a payé. Mais des milliers de ses subordonnés n'ont jamais vu l'intérieur d'un tribunal. De nombreux officiers de la police d'ordre, ceux-là même qui tirèrent dans les fosses, sont rentrés chez eux. Ils ont repris leur vie civile en Allemagne. Leurs crimes sont restés impunis. Certains ont même repris du service dans la police ouest-allemande. D'autres se sont fondus dans la masse. Ils ont caché leur passé. Ils ont oublié. Pourquoi cet échec? L'Allemagne d'après-guerre était un chaos. Les archives avaient bien brûlé. Les témoins étaient morts ou dispersés. Les procureurs manquaient de moyens. Et surtout, la guerre froide a changé les priorités. L'Ouest avait besoin de l'Allemagne de l'Ouest comme rempart contre le communisme soviétique. On a laissé le pays se reconstruire sans trop fouiller dans les poubelles de l'histoire. La dénazification est devenue superficielle. Dès les années 50, d'anciens nazis occupaient à nouveau des postes d'influence. Cette justice incomplète a laissé des traces toxiques. Pendant des décennies, les survivants de l'Holocauste ont croisé leurs bourreaux dans la rue. La société allemande a détourné le regard. Il a fallu attendre une nouvelle génération. Dans les années 60, les enfants ont commencé à poser des questions à leur père. Les procès de Francfort entre 1963 et 1965 ont marqué le vrai début du réveil. 20 ans trop tard. 20 années. C'est le temps qu'il a fallu pour que la justice frappe à la porte de Kurt Daluege. Mais son exécution soulève immédiatement un problème brutal. La mort ordonnée par l'État est-elle une véritable justice? Ou n'est-elle qu'une simple continuation du cycle de la violence? Le débat divise les observateurs. Les partisans de la sentence sont catégoriques. Pour des crimes de cette magnitude, la mort est la seule option. L'exécution offre une fermeture nécessaire aux victimes. C'est un signal dissuasif envoyé à l'histoire. Les opposants répliquent avec la même fermeté. Tuer le criminel, c'est en faire un martyr. C'est priver la société d'une chance d'étudier la psychologie du bourreau. Pour eux, cela réduit la justice à une vengeance primitive. Mais la donne a changé. La justice internationale moderne a tourné le dos à la potence. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, celui pour le Rwanda,
où la Cour pénale permanente interdise désormais la peine de mort. La sanction maximale est la prison à vie. C'est une évolution philosophique majeure. L'humanité tente de traiter même les pires atrocités sans verser de nouveau le sang. Pourtant, en République tchèque, l'opinion était différente. Les historiens et la population soutenaient massivement la pendaison. Ils voyaient là la réponse appropriée à la destruction de l'IDIS et aux années de répression. À première vue, une simple procédure judiciaire, mais en réalité, un acte de purification nationale. L'exécution offrait une conclusion symbolique. Elle prouvait que les nazis qui avaient terrorisé le pays allaient payer le prix fort. Dans la mémoire tchèque, la mort de Dalouège n'était pas une vengeance, c'était l'ordre rétabli. Les derniers survivants ont assisté à la scène, les réactions étaient complexes. Certains ont exprimé une satisfaction froide, mais ce n'était que le début, d'autres se sentaient vides. Pourquoi cette absence de triomphe? Ils avaient pourtant obtenu ce qu'ils voulaient. Mais la mort d'un homme ne répare rien. Une survivante a brisé le silence plus tard. Elle a déclaré « Le voir pendre n'a pas ramené mon mari, ni mes enfants. Cela n'a pas reconstruit les murs brûlés de l'IDIS, mais cela a montré au monde que l'impunité avait une fin. C'était le seul soulagement possible. » La leçon historique va bien au-delà de la corde et du gibet. Elle touche à ce que la philosophe Hannah Arendt appellera la banalité du mal. Dalouège n'avait pas l'apparence d'un monstre. Il n'y avait rien d'effrayant dans ses traits. C'était un homme ordinaire, un fonctionnaire qui a fait le choix conscient d'organiser le meurtre de masse. Comprendre cette bascule est crucial. C'est la seule façon d'empêcher les génocides futurs. Car l'histoire a bégayé. Le Cambodge, le Rwanda, la Bosnie, le Darfour. Ces tragédies prouvent que la capacité au meurtre industriel n'est pas morte avec l'Allemagne nazie. À chaque fois, le schéma est identique. Des gens ordinaires sont transformés par l'idéologie. La propagande et la pression sociale fabriquent des tueurs. Sur les dossiers, on voit des structures administratives complexes. Le meurtre devient une bureaucratie. La participation individuelle devient une routine, pas un crime. Dalouège incarnait ce modèle à la perfection. Étudier son cas permet d'identifier les signaux d'alarme, la rhétorique qui déshumanise l'ennemi, la concentration du pouvoir sans aucun compte à rendre, la transformation des forces de l'ordre en instruments d'oppression, la violence qui devient la norme quotidienne. Repérer ces motifs permet d'intervenir avant que les charniers ne se remplissent. Aujourd'hui, le mémorial de l'IDIS poursuit cette mission. À l'image, les statues de bronze des enfants disparus qui fixent l'horizon. Plus de 150 000 visiteurs par an traversent le site. Beaucoup sont des étudiants. Les programmes éducatifs ne se contentent pas de raconter les faits. Ils expliquent la mécanique. Ils montrent ce que les individus et les sociétés doivent faire pour éviter la récidive. Le mémorial reste vigilant. 340 innocents. C'était le coup d'un seul ordre signé de sa main. Le mémorial se dresse aujourd'hui en silence. Des statues de bronze regardent l'horizon, témoignage permanent d'un village rayé de la carte terrestre. Kurt Dalouège a presque disparu de la mémoire publique. En dehors des cercles d'historiens spécialisés, son nom ne résonne pas. Contrairement à Hitler, Himmler ou Eichmann, il n'évoque pas une terreur immédiate chez le grand public. Pourquoi cet homme est-il resté dans l'ombre? Il n'avait pas la notoriété théâtrale des autres chefs nazis, mais son efficacité bureaucratique était bien plus redoutable que des discours. Dalouège commandait la plus grande force de police nazie. Son travail administratif a rendu possible le meurtre de masse à travers toute l'Europe occupée. Son ordre de détruire l'IDIS est devenu le symbole absolu de la barbarie nazie. Ce n'était pas un acte de guerre, c'était une liquidation. Mais l'oubli de son nom reflète un problème plus large dans la mémoire de l'Holocauste. Nous retenons les visages des monstres célèbres. Pourtant, des milliers d'exécutants restent anonymes. Sur les images d'archives, on voit des rangées de policiers en uniforme, calmes et disciplinés. Un génocide ne nécessite pas seulement un dictateur qui hurle des ordres. Il exige des centaines de lieutenants pour appliquer les décrets. Il exige des millions de citoyens ordinaires qui acquiescent ou collaborent. Pour comprendre l'horreur, il faut examiner le système entier, pas seulement la tête du serpent. Le 24 octobre 1946, la cour de la prison de Pankráck, à Prague. L'air est froid. Il est 6h17 du matin. Le bourreau vérifie le nœud coulant. Kurt Dalouège, ancien chef de l'Ordnungspolizei, écoute la sentence. Il a 49 ans. L'exécution clôture le dossier de l'un des criminels de guerre les plus importants du Troisième Reich. 17 mois se sont écoulés depuis la capitulation de l'Allemagne.
4 années ont passé depuis l'ordre de destruction de Lydis. La trappe s'ouvre avec un bruit sec. Le corps tombe, la justice légale est rendue. Mais ce n'était pas la fin du traumatisme. À première vue, une simple exécution de criminels de guerre. Mais en réalité, une tentative désespérée de fermer une blessure impossible à guérir. La pendaison a arrêté le cœur d'un homme. Elle n'a pas effacé l'héritage de ses crimes. Lydis reste détruite. L'emplacement original est devenu un parc où l'herbe recouvre les fosses communes. Les 340 victimes sont toujours mortes. La douleur des survivants a traversé les générations, bien après que la corde a fait son œuvre. 173 hommes et garçons abattus contre le mur d'une grange. 82 enfants asphyxiés dans les camions à gaz de Chełmno. 184 femmes déportées à Ravensbrück, dont la majorité n'est jamais revenue. L'histoire n'a montré aucune clémence envers la mémoire de Dalwege. Il incarne la compétence bureaucratique au service du mal absolu. Son parcours prouve une chose terrible. L'idéologie meurtrière a besoin d'administrateurs efficaces pour devenir une réalité opérationnelle. Il a transformé la haine en logistique. Un nouveau village de Lydis a été reconstruit après la guerre. Il se dresse comme un défi. La caméra enregistre des maisons neuves, de la vie qui reprend. C'est la preuve que les communautés assassinées peuvent renaître, même si elles ne sont jamais totalement restaurées. L'étude de ces horreurs n'est pas un divertissement, c'est une autopsie nécessaire. Elle révèle comment des sociétés civilisées basculent dans la sauvagerie et comment des gens ordinaires commettent le mal absolu. Les exécutés ont disparu dans la fosse. Leurs dossiers sont restés.